J'invite désormais à me rejoindre en tribune Fabrice Bonifay, président du Collège des directeurs du développement durable, pour nous faire un point d'étape sur l'état d'avancement des enjeux ESG au sein des entreprises et sur le rôle que peut jouer la gouvernance dans ce contexte. Fabrice, la parole est à vous. Bon, moi, j'ai rien à vous vendre, déjà, ça commence bien. Je vais vous faire juste un petit témoignage sur ce que je fais dans le cadre de ma propre association qui s'appelle le C3D, qui regroupe un peu plus de 400 entreprises aujourd'hui, essentiellement des grandes entreprises, confrontées aux mêmes enjeux que vous, hein, les enjeux de pérennité dans un monde un peu perturbé, là. Et donc, avec ce collège des directeurs développement durable et une autre association avec laquelle on collabore beaucoup, qui s'appelle The Shift Project, parce que je suis administrateur du Shift Project présidé par Jean-Marc Jancovici, et dans ma petite entreprise familiale, le groupe Bouygues, j'essaye de mettre en place des nouveaux modèles d'affaires à visée régénérative, dont je vais vous parler maintenant. Alors, on vit une période un peu singulière, là, parce comme vous le savez, on est au pic de tout, hein. On est au pic de l'érosion de la biodiversité, au pic des émissions de gaz à effet de serre, au pic de l'extraction des ressources, au pic des dettes privées et publiques. Et on pense certains pensent, à tort, qu'on va pouvoir continuer avec les mêmes modèles, simplement en verdissant à la marge deux, trois sujets de production. Et qu'on va arriver à résoudre tous les problèmes qui sont devant nous simplement en faisant ce qu'on appelle du développement durable, c'est-à-dire concilier une espèce de croissance infinie du PIB avec une décroissance infinie des pressions environnementales que l'on exerce dans le cadre de nos activités. Alors tout ça, c'est faux, c'est complètement faux, on n'y arrivera pas. Il va falloir créer des ruptures très fortes dans nos façons de produire, dans nos imaginaires, dans nos récits, parce que les défis en question sont juste colossaux, malgré les alertes des scientifiques depuis des dizaines d'années, non entendues, hélas, par la sphère politique d'une part, mais aussi par la sphère économique, il faut le reconnaître. On est complètement inconscient et inconséquent dans les réponses qu'on apporte à ces défis qui sont devant nous. Alors, je vais commencer en quelques mots à rappeler ces défis, puis après, j'essaierai en quelques mots aussi de vous donner non pas les solutions, parce que c'est un peu présomptueux de donner des pistes de solutions, mais expliquer ce qu'on fait, nous, dans le cadre du C3D, pour accompagner nos membres dans ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la transition, qui n'a toujours pas commencé, parce qu'on ne remplace rien véritablement. On fait semblant. Bon, je peux le faire à capella si vous voulez. Hein. Allô, allô. Oui, mais enfin, on est filmé, donc ça serait bien. Ouais, j'y suis pour rien. Ah, ça y est, c'est reparti. Ah, c'est courant alternatif. Alors, la partie froide, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez bien ces chiffres, mais ça vaut le coup quand même de les rappeler. Les scientifiques du GIEC aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu 6 rapports, le dernier sorti en 2022, nous disent que, grosso modo, si on veut rester sous les fameux 1,5 degré, bon, maintenant ça fait rire tout le monde, hein, mais si on veut rester sous les fameux 1,5 degré, l'humanité tout entière ne devrait pas émettre plus de 200, 250, 280 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et au rythme actuel des émissions mondiales qui sont aux alentours de 50 pour les 6 gaz, des 6 gaz à effet de serre que vous connaissez, au-delà du CO2. Donc ça veut dire qu'en fait, largement avant 2030, on aura déjà atteint 1,5 degré, alors qu'on aurait dû l'atteindre en 2100. Donc avec 70 ans d'avance, on va réussir cet exploit fantastique d'être sur la très très mauvaise trajectoire modélisée par le GIEC. Donc si on met la target à 2 degrés, bon, ça nous donne un budget carbone un peu plus important, autour de 400 gigatonnes supplémentaires. Mais au rythme actuel des émissions, si on ne baisse pas, eh bien, on aura atteint ces 2 degrés bien avant 2040. Alors 60 ans avant ce que le GIEC avait prévu. Alors vous savez que le problème du réchauffement, ce n'est pas le réchauffement moyen qui pose problème. Personne ne ressent 1,5 degré de moyenne en plus. C'est complètement ridicule de symboliser comme ça. Mais par contre, lorsqu'on parle des dérèglements climatiques associés au réchauffement, là on comprend mieux. Et quand on parle d'écart type autour de la moyenne, là on comprend encore mieux, parce que 1,5 degré de réchauffement, c'est des dérivés qui font qu'on pourra avoir jusqu'à 15 à 20 degrés au-dessus des températures normales de saison à certaines
certaines périodes, donc des canicules, donc des sécheresses, et qui vont être complètement insupportables dans pas mal de régions du monde, notamment dans les régions qui vont être soumises à ce qu'ils appellent la chaleur humide, donc 38-39 degrés de température et 85% d'humidité, c'est létal pour les mammifères. Et tous ces gens-là, il y en a 2,4 milliards de personnes qui vivent dans ces régions-là, ils vont avoir très très envie de bouger dès lors qu'ils vont savoir qu'ils vivent dans des régions qui risquent de les tuer. Donc ça, c'est pas pour 2100, c'est pour maintenant. Et donc, pour arriver à baisser ces émissions au rythme que la science demande, il faut, tenez-vous bien, qu'on baisse entre 5 et 6% par an nos émissions en moyenne d'ici 2050 pour atteindre la fameuse neutralité carbone planétaire, c'est-à-dire que pas plus de carbone dans l'atmosphère que ce que les puits de carbone naturels sont capables d'absorber, que ce soit en absorption océanique ou par la photosynthèse. Alors 5%, ça correspond à quoi ? Ben, ça correspond à ce qui s'était passé lorsqu'il y a eu le Covid en 2020. Donc oui, on a fait moins 5% d'émissions parce que une partie de l'économie occidentale s'est arrêtée. Et la France, c'est moins de 1% des émissions. L'Allemagne, c'est 1,4%. L'Italie, c'est 0,6%. L'Espagne, 0,5%. Donc il faudrait qu'on enlève de l'économie mondiale tous les ans ces 5 grands pays, et même un peu plus, la première année. Puis la deuxième année, il faut trouver d'autres pays. Puis après la troisième année, d'autres pays jusqu'à 2050. Donc, vous voyez, donc, toute l'économie, hein, tout ce que produit la France, par exemple. Ça montre bien le caractère gigantesque de l'effort qu'il va falloir qu'on produise si on veut vraiment maintenir ne serait-ce que les conditions d'habitabilité de la planète à partir des années 2030 et jusqu'à 2100, parce que sinon, ce sera Mad Max. Alors encore, s'il y avait que le climat, ce serait formidable, mais il y a la biodiversité. Alors là, c'est encore pire. Là, ce n'est pas une crainte face à l'avenir, hein, c'est plutôt un constat face au passé. Donc là, on le sait maintenant, les chiffres aussi sont connus depuis très très longtemps. La COP 16 à Bali a donné aussi a redonné les mêmes chiffres. Donc il y a 70% de la macrofaune qui a disparu depuis 1970, 70% de la macrofaune, des vertébrés, et il y a 70% des insectes et des oiseaux des champs hein, au niveau mondial qui ont disparu depuis 30 ans. Donc là aussi, les espèces disparaissent 100 à 1000 fois plus vite que les extinctions naturelles qu'il y a eu par le passé. Et donc là, c'est juste dramatique parce que moins il y aura de biodiversité, moins on va manger déjà, parce qu'on mange, on peut sucer sa carte bleue, mais ça marche moins bien. Et surtout, ça crée des problématiques énormes en termes de business. Parce qu'en fait, tout le business que l'on crée dans les entreprises dépend du capital nature. Donc c'est là où on peut continuer les calamités. Hein. Donc il y a 9 limites planétaires. Sur les 9 limites planétaires qu'il faudrait ne pas dépasser, on en a déjà dépassé 6. Bientôt une 7e avec l'acidification des océans qui sera dépassée l'année prochaine. Et donc quand on entend encore qu'on va s'en sortir par les nouvelles technologies, par l'IA, par la croissance verte, tout ça, moi, ça me hérisse le poil parce que c'est bien sûr pas comme ça qu'on va s'en sortir du tout, et qu'il va falloir complètement réinventer les modèles d'affaires, parce que tout est un problème de modèle d'affaires. Donc les modèles d'affaires, c'est effectivement concilier la pérennité économique de l'entreprise avec les conditions de vie sur cette planète. Ce n'est pas négociable. C'est une question de dignité, de responsabilité morale. On n'est même plus à la RSE maintenant, au point où on en est. Hein. C'est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures et même de nous, hein, parce que les emmerdements ne commenceront pas en 2099, mais ils commencent maintenant. Alors, une fois qu'on a compris ça, on est un peu dans le désarroi, on dit « Ok, très bien, on fait quoi ?» Donc, nous, on a réfléchi à ça au C3D et on s'est dit, déjà, la première chose à faire, c'est de s'interroger sur la nature de nos business respectifs. Donc, la nature de nos business respectifs, ça veut dire la raison d'être de nos business. Est-ce que je suis sur un produit, sur une solution commerciale qui a du sens ? Et si j'arrêtais mon activité, est-ce que ce serait un drame pour l'humanité ? Donc il y a 2 questions à se poser. Hein. Qu'est-ce qui irait mieux si mon activité n'existait plus ? Voilà. Et qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon activité n'existait plus ? Et ça, cette question de raison d'être est très importante parce que rien n'est moins efficient, en fait, rien n'est moins efficace, rien n'est moins durable que de verdir un truc qui ne devrait plus exister. Donc, mettre de l'essence sans plomb dans sa tronçonneuse pour continuer de couper les arbres, ce n'est pas franchement une solution pour le développement dit durable. Donc cette question de purpose, c'est très important parce que non, définitivement non, on ne pourra pas verdir l'essentiel et le non-essentiel. Il va falloir qu'on fasse des choix. Donc de quoi avons-nous réellement besoin dans notamment les pays à haut revenu dont on fait partie ? Parce que vous le savez, les 1% les plus riches
émettent à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre et 10% les plus riches, 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors que 50% des plus pauvres, c'est seulement 10% des émissions. Donc le problème, c'est nous, en fait. C'est nous. C'est nous, c'est-à-dire 800 millions à 1 milliard d'individus qui vivons au-dessus, en fait, en survitesse par rapport à ce qu'on appelle les limites planétaires. Et donc, avec une vision très égoïste de ces ressources, parce qu'avec nos modes de vie, on capture, en fait, une grande partie des ressources qui sont disponibles sur la planète, et on est en survitesse quant à leur exploitation et quant aux capacités des services écosystémiques à digérer, en fait, nos excès. Et donc, ça se traduit en rejet dans l'eau, rejet dans l'air, rejet dans le sol, etc. Et c'est ainsi que 70% des terres aujourd'hui sont polluées, qu'il y a plus de microplastiques dans les océans que de plancton, etc., etc. Les calamités, vous les connaissez à l'infini. Et on appelle ça le progrès. C'est extraordinaire comme ça. On appelle ça le progrès. Donc, ce n'est pas durable du tout. Ce n'est pas durable, avec une explosion des maladies chroniques, avec une explosion aussi de crise de sens dans les entreprises, je suis bien placé pour vous le dire, avec des collaborateurs qui sont dans le désarroi parce qu'ils se disent ouais, à quoi ça sert de gagner toujours plus de pognon alors qu'on va de plus en plus vite dans le mur, vu que les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial continuent d'augmenter. Alors on entend aussi beaucoup de conneries du genre bah oui mais la France c'est rien, moins de 1% d'émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut faire nous, petits Français, qu'on soit vertueux, si on est trop vertueux les autres vont nous bouffer la laine sur le dos. Alors, on entend beaucoup ce genre de conneries dans les milieux conservateurs. Mais j'ai envie de leur dire, de toute façon, la France n'a pas de pétrole, de gaz et de charbon. On en produit moins de 1% de ce qu'on consomme. On n'a pas de mines non plus et on ne va pas réouvrir les mines pour tout un tas de raisons que vous pouvez facilement imaginer. Parce que la France, c'est un petit pays. Donc, dès lors qu'on va ouvrir des sites miniers, ça va, à mon avis, assez mal se passer avec les riverains, les conflits d'usage sur l'eau, etc. Donc, on est de toute manière contraint d'inventer une économie ultra frugale en ressources. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et même si on pense qu'on va pouvoir déporter tout ce qu'on fait en thermique aujourd'hui en électrique, là aussi, on va se heurter à une autre limite planétaire qui est l'accessibilité aux métaux. Et là, quand on regarde un petit peu quels sont les métaux de base pour faire cette fameuse transition énergétique qui n'a pas commencé, parce que pour l'instant, on ne fait que cumuler des ressources énergétiques propres sur des ressources énergétiques sales qu'on ne démantèle pas. Donc, en fait, on les empile sur les zones, les unes sur les autres, les systèmes de production énergétique. Mais on ne démantèle pas. Quand on installe 1000 MW en photovoltaïque, on ne désinstalle pas 1000 MW en thermique à l'échelle mondiale. Dans certains pays, ils le font, mais à l'échelle mondiale, non, parce qu'on continue de monter nos émissions en moyenne. Alors, pourquoi les métaux? Il n'y en aura pas assez. Moi, je peux raconter une petite histoire. Quand je suis rentré chez Bouygues, on était à 107 $ la tonne de cuivre. Aujourd'hui, on a 12 000 $. Les concentrations des minerais de cuivre, à l'époque, dans les années 80-90, c'était à peu près 3-4%. Aujourd'hui, on est à 0,7% de concentration. Et quand on regarde les demandes en métaux, alors les métaux vraiment qui sont les plus importants pour la transition, le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, etc. Quand on regarde un petit peu les demandes, si on veut tout électrifier, donc par exemple les voitures, dans une voiture, il y a aujourd'hui une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre, dans une voiture électrique, c'est 80 kg de cuivre, plus les bornes, c'est 100 kg de cuivre. Et l'électrification des data centers avec l'explosion de l'IA. Mais quand on regarde un petit peu cette demande en métaux, il faudrait qu'entre maintenant et 2040, tenez-vous bien, on multiplie par 3 la production de cuivre au niveau mondial, fois 17 en nickel, fois 19 en cobalt, fois 60 en lithium. Donc en 15 ans. Mais qui peut croire une connerie pareille? D'abord, il n'y a pas les sites, il n'y a pas les gisements. Puis ensuite, ouvrir un site minier, je suis bien placé pour vous dire que c'est quand même un sacré investissement, à la fois en CAPEX, mais aussi, il faut trouver les sites, il faut avoir les autorisations. Mais dans le peu de temps qui nous reste, c'est juste impossible. Aujourd'hui, la demande en métaux, entre maintenant et 2040, est équivalente, enfin la consommation que les industriels prévoient est équivalente à ce qu'on a consommé comme métaux depuis l'Antiquité. Donc ça ne se passera pas. Donc ça, on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas de l'idéologie, c'est des mathématiques. Nous, au Shift Project, on est des ingénieurs. On raisonne en ingénieurs. Donc on regarde, c'est possible, pas possible. Donc c'est pas de la doctrine, c'est pas du trotskisme, c'est pas du communisme, c'est simplement des mathématiques. Donc une fois qu'on a compris ça, si on veut garder nos entreprises en vie, eh bien il faut changer de modèle d'affaires. Donc le modèle d'affaires qui domine aujourd'hui dans 99% des boîtes, c'est des modèles linéaires. Donc, c'est quoi un modèle linéaire? C'est que j'extrais des matières premières que je ne paye pas, parce que les matières premières dans la nature, elles sont complètement gratuites. Le pétrole est gratuit, le gaz est gratuit, les poissons dans les océans sont gratuits, les arbres sont gratuits, tout est gratuit. Voilà, ça, c'est Mère Nature qui a produit ça il y a des millions d'années. Très bien. Et en fait, les entreprises qui gagnent le plus de fric, c'est les entreprises qui ont cette capacité à exploiter mieux le vivant que les autres. Et plus j'exploite le vivant, plus je gagne de l'argent aujourd'hui, sans avoir à rendre compte au vivant.
Parce que dans notre système comptable, c'est extraordinaire notre système comptable, on compte ce qu'on gagne en exploitant le vivant gratuit, mais on ne compte pas ce qu'on doit pour le régénérer, le restaurer. Donc c'est pratique quand même. Hein. C'est quand même assez pratique comme système. Et les entreprises qui gagnent le plus de fric, regardez, hein, les pétroliers, etc., sont les entreprises qui exploitent une ressource gratuite et qui font des milliards de dollars avec, sans avoir à se préoccuper des externalités négatives associées à l'utilisation de leurs produits, notamment les gaz à effet de serre. Donc quand on voit les managers de l'année, hein, le mec qui gagne vachement de fric, etc., oui, ils font beaucoup de fric, mais ils font aussi beaucoup de mal à la planète et donc à tout le monde, parce qu'on subit aujourd'hui les stigmates de ces pollutions que l'on cumule depuis des années. Alors c'est vrai que quand on n'était pas trop nombreux sur Terre et qu'il n'y avait pas trop de machines qui travaillaient à notre place, eh bien, la planète avait cette capacité, cette résilience à absorber nos conneries, à les digérer, sauf que là, maintenant, on a passé les tipping points qui font que si on continue comme ça, on va à la catastrophe, et maintenant très très vite et en chantant. Donc, cette approche extractiviste, c'est j'extrais les matières premières, je fabrique des produits dont les gens ont plus ou moins besoin. D'ailleurs, ils en ont tellement plus ou moins besoin que les entreprises, beaucoup d'entreprises font beaucoup de publicité pour vendre leurs produits, parce que si elles ne faisaient pas de publicité, elles ne le vendraient pas, parce qu'il n'y a pas de besoin. On leur fait acheter à ces clients ces produits avec de l'argent qu'ils n'ont pas toujours, on leur fait emprunter de l'argent, et ces clients finissent par acheter ces produits pour impressionner d'autres gens qui n'en ont rien à foutre. Voilà, c'est exactement le modèle. C'est le modèle linéaire que l'on connaît bien. Hein, et en fait, on achète tout un tas de trucs franchement, on sait que très bien, on n'en a pas besoin. On a 50 paires de godasses, 75 stylos. Je ne vous parle même pas des fringues, etc., etc. On pourrait arrêter de fabriquer des fringues sur la planète aujourd'hui. On a fabriqué 123 milliards de pièces en 2023. On pourrait arrêter toute fabrication de textiles aujourd'hui. On pourrait encore s'habiller jusqu'en 2240. Voilà. Donc tout ça c'est la vérité. Bon, alors, moi, quand je suis devant les chefs d'entreprise, je leur dis, bon, alors, soit vous continuez de mentir, parce qu'en fait, il s'agit de ça, hein, soit vous continuez de mentir, soit vous continuez de croire au Père Noël, hein, donc la croissance verte, le technosolutionnisme, oui, on va mettre des voitures électriques, on va mettre des panneaux solaires, et ça fera la rue Michel. Soit on peut continuer de croire ces conneries, mais ça, quand même, c'est faire preuve quand même de beaucoup de bêtises, et puis surtout d'inconséquence et même de lâcheté, j'ose vous le dire. Ou autrement, on se dit, il faut qu'on attaque la face nord du Nanga Parbat, là, et on se dise, il faut vraiment passer à un modèle permacirculaire. Et c'est quoi le modèle permacirculaire? Alors, ne croyez surtout pas que le modèle permacirculaire, c'est que les déchets des uns vont devenir les données de sortie des autres. Ça, c'est caca, bullshit, ça ne marche pas. Alors, pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas, l'économie circulaire du recyclage? C'est que si vous faites des crêpes ce soir à vos enfants ou chez vous, vous allez faire une petite expérience. Vous allez prendre du lait, de la farine, des œufs, du sucre. Vous allez mélanger tout ça. Vous allez faire des crêpes. Et puis après, vous allez dire, merde, putain, il faudrait que je récupère les œufs. Quand c'est mélangé, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard, vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Et aujourd'hui, les industriels n'ont plus les moyens d'utiliser des matières premières pures, évidemment, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, font des mélanges, ils font des alliages, etc. Ils font des polymères avec plusieurs types de... Pourquoi? Parce que c'est impossible. On a besoin des caractéristiques de tel ou tel métaux, mais on n'a pas les moyens de faire des systèmes purs. Aujourd'hui, c'est juste impossible. D'ailleurs, le taux de recyclabilité des métaux et le taux de recyclabilité des matières premières ne fait que baisser d'année en année. Alors qu'on nous parle énormément d'économie circulaire. Sur les 96 000 milliards de PIB du mondial, et sur 100 milliards de tonnes de matières premières, on est à 7,2 de recyclabilité. On était à plus de 9 en 2018. Donc ça baisse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recycler des choses qui ont été mélangées. On peut le recycler une fois, 2 fois, 3 fois, mais après ça perd des caractéristiques. On est obligé de remettre des matières premières vierges et on reste sur un modèle linéaire. Donc ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut faire, on n'a pas d'autre choix que de passer à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Vous avez tous entendu parler de ça. Donc c'est de construire des produits, de fabriquer des produits ultra durables, et les entreprises vont rester propriétaires de ces produits et vendre l'usage. Voilà. Personne n'achète une vache pour boire un verre de lait, enfin je ne crois pas. Hein. Donc personne n'achète un train quand ils ont un train à prendre de temps en temps. Et donc cette économie de la fonctionnalité, c'est de pouvoir jouir de tout. Donc le but, c'est pas de renoncer à la technologie, revenir aux dentistes des années 80, toutes ces conneries. Donc non, on a besoin de la technologie, on a besoin du meilleur de la technologie, mais on a besoin surtout de partager plus, de mutualiser ces infrastructures, ces produits pour intensifier l'usage et donc en fabriquer moins. Parce que qu'est-ce qui crée le problème du changement climatique? Qu'est-ce qui crée le problème de l'érosion de la biodiversité? C'est qu'on passe beaucoup trop de temps à extraire, à fabriquer des choses qu'on utilise finalement très très peu. Et l'empreinte carbone d'un produit, c'est rarement l'usage du produit.
la principale empreinte carbone d'un produit en coût carbone complet. L'empreinte carbone le plus important, c'est la fabrication, l'extraction des matériaux, la fabrication, la distribution. L'usage, oui, ça peut arriver que l'usage soit aussi important en termes de consommation de flux, mais la plupart du temps, pour un smartphone par exemple, 80% de l'empreinte carbone d'un smartphone, c'est sa fabrication. Et c'est pareil pour les voitures d'ailleurs. Une voiture électrique, elle n'a pas roulé, qu'elle est déjà entre 3 et 6 tonnes, suivant la taille de voiture, de carbone. Elle n'a pas fait 1 kilomètre. Donc, pour rembourser la dette carbone de sa fabrication, de sa batterie et de son moteur et de son châssis, il faut qu'elle roule des dizaines de milliers de kilomètres. Donc, de dire qu'une voiture électrique, c'est 0 carbone, mais non, encore une fois, c'est un mensonge éhonté. Il faut prendre en compte aussi l'ensemble du cycle de vie jusqu'au démantèlement. Réapprenons à compter réellement. Au lieu de... C'est un peu comme les gens qui se pèsent en mettant simplement un pied sur la balance. Ça ne marche pas. Non, il faut mettre les 2 pieds. Non. Alors, le modèle permacirculaire, c'est un modèle qui consiste en fait à fabriquer des produits ultra durables et de vendre l'usage, évidemment, et de faire en sorte, donc, in fine, de pouvoir, tout au long de la vie du produit, le réparer. Donc, il va falloir qu'on ait des produits ultra réparables. Et in fine, oui, recycler le cas échéant, mais c'est vraiment en bout de chaîne. Et l'objectif, c'est de multiplier par 3, par 4, par 6, par 10 même la durée de vie des produits. Alors, appliqué au bâtiment, je vous donne un petit exemple d'un métier que je connais un peu, ça fait 36 ans que j'y suis. On s'est dit, dans notre métier, à quoi ça va pouvoir ressembler tout ça? Et on s'est dit, oui, l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est bien sûr les matériaux entrants, pour beaucoup, béton, acier, etc., mais aussi les équipements. Et grosso modo, aujourd'hui, c'est 50-50. 50 pour les matériaux entrants et 50% pour les équipements. Alors pour les matériaux entrants, bien sûr, on va travailler sur des matériaux qui vont être moins carbonés, géosourcés, biosourcés, surtout géosourcés d'ailleurs, le retour de la construction en pierre, vous allez voir. Et puis travailler sur la démontabilité des bâtiments, donc plus de hors-site, de manière à pouvoir récupérer les matériaux de base pour en faire d'autres bâtiments demain. Donc ça, c'est en cours et c'est très bien. Et ça fonctionne bien dans plein de pays aujourd'hui. Mais pour les équipements, on a une idée encore plus radicale. On s'est dit, bon, finalement, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Quand il y a un client qui voulait nous acheter un bâtiment, le client, en tant que maîtrise d'ouvrage et son architecte, venait vers nous avec un projet qui était déjà prédessiné. On pouvait faire quelques petites propositions, mais enfin, c'était déjà dans la tête du client, il savait déjà ce qu'il voulait. Mais par contre, il nous demandait de chiffrer ça pour ensuite, éventuellement, nous confier la construction et peut-être après l'exploitation. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Pour être sûr d'être choisi, pour être adjudicateur du machin, on se retournait vers nos fournisseurs, on disait, faites-nous les prix les plus bas, parce que de toute façon, comme le client va acheter le prix le plus bas, si vous êtes trop cher, on ne sera pas choisi et donc vous n'allez pas travailler non plus. Et que faisaient nos fournisseurs? Ils se retournaient vers leurs fournisseurs, vous, pour dire, voilà, faites-nous un prix le plus bas, le plus bas possible, et voilà, pour les mêmes raisons que vous avez bien compris. Donc ce système-là, on a appelé ça le progrès aussi. Et c'est quoi la variable d'ajustement dans cette histoire? C'est la variable d'ajustement, elle est environnementale. L'environnement, tout le monde s'en fout dans ces cas-là. Et puis le social, évidemment, parce qu'on délocalise la production de toute ou partie des éléments de ces équipements dans des pays à bas coût. Et puis comme ça, on se dit qu'on est super compétitif parce qu'on ne respecte pas les droits humains, par exemple. Donc ça, c'est l'approche classique. Et donc, on a lancé maintenant une nouvelle approche qui est complètement révolutionnaire, mais qui est plus durable. Ça s'appelle le as de service. Alors, c'est quoi le as de service? C'est qu'on dit à nos équipementiers maintenant, vous allez rester propriétaire de vos équipements. Donc, pour le client final, c'est tout bonus, parce que ça fait baisser le capex du bâtiment. Donc, au lieu de vendre un bâtiment 100, les équipements n'appartenant plus aux propriétaires, ils n'en ont que l'usage, ça va coûter 80 ou 75. Alors le client est super content, il paye moins cher, puis il dit mais quand même, mais là l'ascenseur il ne m'appartient pas. Non, il est à l'usage, mais il ne t'appartient pas. Mais oui, mais si l'ascensoriste il veut prendre son ascenseur, il le remet dans un autre bâtiment. Non, t'inquiète pas, on n'est pas complètement con. Contractuellement, il ne pourra pas le faire. Mais par contre, tu ne seras pas propriétaire. Mais par contre, tu vas payer un droit d'usage. Donc ça va augmenter ton CAPEX. Tes OPEX plutôt. Tes OPEX, ça va les augmenter significativement. Il dit, oui, très bien, je paye moins cher, mais par contre, mon loyer va être beaucoup plus cher, donc je ne peux pas me payer un loyer plus cher. Et là, on lui dit, oui, mais ton bâtiment, tu utilises à 15 à 20% du temps. Donc,
Nous, on va t'aider à faire en sorte, on va scanner, on va regarder comment tu utilises le bâtiment. Quand tu l'utilises toi, bien sûr, tu seras prioritaire. Mais quand tu ne l'utilises pas, autorise-nous à trouver des utilisateurs secondaires, tertiaires ou même quaternaires pour faire rentrer le dehors dedans et optimiser l'usage. Et comme ça, on a des techniques maintenant pour multiplier par 2, par 3, par 4 l'intensité d'usage d'un ouvrage. Et donc faire rentrer des recettes d'exploitation pour payer le surloyer. Résultat des courses. Résultat des courses, les équipements qui sont posés par les équipementiers ne sont plus du tout les mêmes que ceux qui posaient auparavant. Évidemment, parce que comme ça reste la propriété des équipementiers, le système d'éclairage, les onduleurs, les ascenseurs, etc., ils se disent, voilà, mais si je mets la même camelote que je mets avant, parce que là, ça tenait juste le temps de la garantie, ça va me coûter une blinde. Donc, ils vont tout surdimensionner, bien sûr, parce que chaque minute marginale de bon fonctionnement de l'équipement, c'est plus de marge pour eux. Et c'est plus de cash aussi. Donc, sur la durée de vie d'un bâtiment, les équipements, on les changeait avant 6 à 8 fois. 6 à 8 fois parce que les gens qui mettaient des équipements, c'était juste pour tenir la garantie, c'est tout. Hein. Ça n'allait pas au-delà. De toute façon, sinon ils ne gagnaient pas l'affaire. Donc, quand on fait le coût carbone d'un équipement qui va durer 5 à 6 fois plus longtemps, on divise par 12. On divise par 12 l'empreinte carbone avec un confort d'usage pour le client qui est surmultiplié parce qu'il aura des équipements qui vont être de bien meilleure qualité. C'est ça le vrai développement durable. Alors des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines. Lisez mon livre, l'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Le but, c'est pas de revenir au Moyen-Âge. Le but, c'est pas d'arrêter de gagner de l'argent. Le but, c'est pas d'arrêter de faire du business. Le but, c'est d'être intelligent. Certes, je vous le dis tout de suite, on va gagner moins d'argent. Oui, on va en gagner moins, mais il va falloir qu'on choisisse entre profitabilité et durabilité. Et la CSRD, c'est exactement ça. La CSRD, les gens qui l'ont conçue sont des gens intelligents. Ils ont inventé ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Parce que oui, les entreprises continueront d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement. Oui, parce qu'il n'y a pas aucun business neutre. Et ça n'arrivera jamais. Même un castor qui fait un barrage dans une rivière, il a un impact sur l'environnement. Donc ça n'existe pas, la neutralité totale. Par contre, ce qu'on va demander aux entreprises maintenant, et ça, c'est le génie de la CSRD, c'est, OK, vous avez des impacts, vous en aurez toujours, on vous demande déjà de les atténuer au maximum. Ça, c'est une responsabilité morale pour pouvoir regarder ses petits-enfants dans les yeux. Mais ensuite, il faut pouvoir régénérer tout ce qui a été abîmé. Régénérer, restaurer, compenser, restaurer. Donc, pourquoi il faut le faire, ça? Donc, j'utilise 1000 litres dans mon process, très bien. Est-ce que j'ai rendu 1000 litres à la nature dans le même état? Est-ce que j'ai provisionné les sommes? Est-ce que j'ai mis dans mon système de management? Est-ce que j'ai mis dans mon process opérationnel les systèmes qui me permettent d'attester que je maintiens mon capital nature? Si je ne sais pas maintenir mon capital nature, je suis un irresponsable. Il y a 3 capitaux à maintenir, le capital nature, sinon il n'y a plus d'entreprise, le capital humain et le capital financier. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place aussi rapidement des systèmes en multicapital, en compte de comptabilité multicapitaux. C'est vraiment hyper important de le mettre en place, la méthode CARE notamment, mais la CSRD, c'est l'antichambre de ça. Et il faut surtout mettre dans les conseils d'administration, parce qu'on m'a demandé d'aborder ce sujet-là, eh bien, il faut mettre des représentants de la nature. C'est quoi un représentant de la nature? C'est une personnalité qui va au niveau du conseil d'administration poser la question aux administrateurs et surtout aux exécutifs, est-ce que vous avez mis dans votre plan de transition carbone, transition biodiversité, transition ressources, est-ce que vous avez pris les mesures qui permettent d'attester que vous remboursez, que vous restaurez votre capital nature? Et donc, aujourd'hui, dans les conseils d'administration, on a surtout des gens qui s'occupent de la préservation du capital financier, qui est le moins important des 2 autres capitaux, parce que, de toute façon, on ne pourra pas maintenir le capital financier si on continue de bousiller le capital nature et le capital humain. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup, Fabrice. Il y aura peut-être une ou deux questions. Alors, Fabrice, vous nous aviez partagé au moment de la préparation de cet événement quelques références pour ceux qui veulent peut-être approfondir encore plus ces sujets. Donc, vous les trouverez projetés à l'écran. Ouais, enfin, le livre, il est disponible en français et en anglais. Je vous conseille aussi le MOOC, Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise. Il a été suivi par 363 000 personnes en 2023. C'est le MOOC le plus suivi en France aujourd'hui. Il est gratuit, disponible directement sur le site du C3D. Il est juste exceptionnel. On a les meilleures personnalités françaises aujourd'hui sur ces sujets qui interviennent dans ce MOOC.
Et la meilleure façon de comprendre, la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Donc, je vous encourage à le suivre. Il dure 5 heures, il est qualifiant. Et les collaborateurs qui mettent ça sur leur profil LinkedIn, hein, ils ont plus de chances de trouver du boulot aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup.